Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes réunis ce matin dans le cadre du webinaire organisé par Sinov. Je me présente, je suis Maître Hayat, je suis le présentateur de ce webinaire ce matin. Je sais que je suis activement écouté par mes amis de Sinov, mais pour des raisons de simplicité, nous avons préféré qu'il n'y ait qu'un seul présentateur. Et donc c'est moi qui vais directement toute la matinée, enfin du moins pendant 1 heure, vous présenter les différents slides qui ont été organisés pour vous hier afin de vous expliquer la réforme de l'activité partielle qui a été finalisée, publiée et promulguée, on va dire, hier. Voilà, j'espère que vous m'entendez bien. Je pense que oui, puisque nous avons fait quelques essais auparavant et tout avait l'air de fonctionner. Je vais donc attaquer tout de suite. Je regarde, il est 10h01, c'est donc tout à fait le moment de commencer. Alors, vous l'avez suivi, il y a eu quand même quelques évolutions dans la législation sur l'activité partielle, et cette évolution, voilà. Donc ce matin, je vais vous parler de comment on fait pour demander l'activité partielle, puisque certains d'entre vous n'ont peut-être pas encore fait. C'est pas une difficulté, on a un peu de temps pour le faire. On a jusqu'à 30 jours rétroactivement pour faire la demande. La nécessité de motiver sa demande, c'est fondamental. Quels sont les salariés bénéficiaires, pardon, comment mettre en œuvre l'activité partielle, comment fonctionne l'indemnisation du salarié, et puis comment fonctionne le remboursement par l'État. Et en conclusion, je vous ferai un petit point sur différents petits sujets qui sont apparus en matière de repos ces derniers jours. Alors, le dispositif d'activité partielle, nous savons, les changements étaient attendus, et nous attendions le décret, nous avions le projet, donc ce décret est maintenant publié depuis 2 jours, c'est le décret du 25 mars 2020. Euh, que vous dire d'autre? L'activité partielle permet aux employeurs de diminuer le temps de travail des salariés. Alors, c'est ce qu'on vous écrit dans la slide. C'est vrai, hein, c'est bien le principe, mais il faut comprendre ce que ça veut dire. Juridiquement, quand vous mettez un salarié en activité partielle, vous allez unilatéralement modifier son contrat de travail, ce qui, en théorie, n'est pas possible. Ça l'est. Dans ce cas spécifique, ça l'est sur autorisation de l'administration. C'est pour ça que vous allez devoir demander l'autorisation de l'administration et pas uniquement comment dire, recevoir une indemnisation, mais aussi sur le principe, vous ne pouvez unilatéralement modifier le contrat de travail de votre collaborateur que sur autorisation de l'administration, et vous allez, par cette modification, le passer en collaborateur à temps partiel, voire à temps très très partiel, voire à temps inexistant. Autrement dit, cette autorisation vous permet de réduire jusqu'à néant la durée du travail de vos collaborateurs tout en les gardant dans vos effectifs et tout en leur maintenant une rémunération. Cette rémunération, on va y venir, c'est ce qui va faire l'objet pour vous d'une allocation et pour lui d'une indemnité. Bon. Vous pouvez le faire car ceci prend la forme d'une suspension du contrat de travail pendant les heures chômées. Votre collaborateur, quand il travaille avec vous, s'il continue à travailler, n'est pas en situation de contrat de travail suspendu, par définition, puisqu'il continue à travailler. Et pour toutes les heures pour lesquelles il ne travaille pas, votre collaborateur est en situation de contrat de travail suspendu. C'est très important, j'y reviendrai tout à l'heure. Comprenez bien que dès qu'il sort de sa période de travail au cours de la semaine, le collaborateur voit son contrat de travail suspendu. J'y reviendrai. Ça a un impact très important sur le compte de sa durée du travail. Alors, dans le slide, il vous est précisé qu'évidemment, c'est un dispositif de prévention des licenciements. C'est logique, puisque l'État, finalement, va prendre en charge une partie de la rémunération du collaborateur, toute la partie pour laquelle il ne travaille pas. En contrepartie de quoi, alors en général, ce n'est pas le cas cette année, mais en général, il vous demande de vous engager à ne pas le licencier. Ce n'est pas le cas pour l'instant. On entend partout dire qu'il va falloir interdire les licenciements. C'est une suite logique de la mise en activité partielle. Et bien sûr, on ne parle que des licenciements pour motif économique. Enfin, pour l'instant, ça n'est pas dans le droit positif. Pour l'instant, il n'y a que la mise en activité partielle qui existe. Voilà. Cette réduction d'activité, pardon, elle peut se traduire soit par une réduction du temps de travail,
collective, et j'y reviendrai, soit par la fermeture de l'établissement. La réduction du temps de travail, c'est donc ce qu'on va appeler une activité partielle, ou la fermeture de l'établissement. Là, ça va être toujours appelé activité partielle, étrangement, mais c'est ce que l'on appelle l'activité partielle totale. Pour comprendre, dans le slide que vous avez actuellement à l'image, il y a un lien qui vous amène sur le décret et vous avez aussi le question-réponse du gouvernement qui circule et qui est tout à fait disponible. Comment faire? Parce qu'une fois que je vous ai expliqué le dispositif, qui donc consiste à suspendre le contrat de travail de collaborateurs pour le temps hebdomadaire où vous n'avez pas de travail à leur donner, il faut donc en avoir l'autorisation. Ça n'est pas une autorisation judiciaire, c'est une autorisation administrative. C'est donc l'administration qui s'immisce dans les relations contractuelles que vous avez avec vos collaborateurs, c'est assez rare. Et pour le faire, il faut vous connecter à un compte ou que votre expert comptable se connecte à un compte. Enfin, il faut que quelqu'un qui représente l'entité se connecte à un compte. Et ce compte, il est en ligne, il est sur le site activitépartielle.emploi.gouv.fr/aparts. Activité partielle. Une fois que vous avez cliqué sur ce lien, c'est extrêmement simple, vous allez créer votre espace, donc créer votre compte. Ça, c'est comme d'habitude, il n'y a rien de spécifique. Maintenant, en 2020, on est tous habitués à faire ce genre de choses. Notez bien que vous rentrez votre SIRET. On dit bien le SIRET. Car aujourd'hui, j'ai encore eu confirmation hier soir, il n'est toujours pas possible de faire un compte par le SIREN, donc par l'entreprise, mais il faut le faire par le SIRET, donc par établissement. C'est important. Une fois le formulaire envoyé, vous recevrez vos identifiants de connexion, d'habitude sous 48 heures, mais compte tenu de la charge, effectivement, ça peut être un peu plus long. Moi, j'ai des clients qui n'ont toujours pas reçu alors qu'ils ont fait la demande il y a 3 jours ou 4 jours. Bon, là, c'est conjoncturel, il y a une masse importante de demandes. J'entendais ce matin à la radio que il y avait 1 600 000 personnes qui avaient bénéficié depuis une semaine du dispositif du chômage partiel. 1 600 000 personnes, ça doit faire un sacré paquet d'employeurs qui se connectent. Donc, il est normal que le délai soit un peu plus long. Alors, donc, c'est un délai de 48 heures théorique. Toutefois, pas de panique. Comme je vous le disais, on peut faire des demandes rétroactives sur 30 jours. C'est ce que nous confirme le décret publié le 25 mars. Donc, que vous attendiez 48 heures ou un peu plus n'a pas d'impact sur vos droits. Une fois que vous avez reçu vos codes, vous allez faire votre demande préalable à l'activité partielle. Alors, voilà, c'est ce qu'on vous met dans le slide. Vous avez désormais jusqu'à 30 jours, à compter du jour où vous avez placé vos salariés en activité partielle, pour déposer votre demande en ligne, avec effet rétroactif. Alors, attention là-dessus. C'est bien vous qui allez mettre vos salariés. Enfin, en théorie, c'est pas le cas. En théorie, vous demandez l'autorisation, et puis une fois que vous avez l'autorisation, vous placez vos collaborateurs en activité partielle. C'est ce que je vous disais. Ça fonctionne comme ça, sauf que là, la pandémie et le confinement ont fait qu'on n'a même pas eu le temps de comprendre qu'on était confiné, qu'on l'était déjà, et donc il n'est évidemment pas possible de respecter les délais, avoir l'autorisation avant de mettre des gens en activité partielle. D'où cette faculté d'avoir une rétroaction sur 30 jours, d'où la tempérance de ce que je vous ai dit. Bien évidemment, vous pouvez mettre vos collaborateurs en activité partielle avec l'accord de l'administration, c'est ce que je vous ai dit, sauf que vous le faites d'autorité et vous espérez que l'administration va valider votre décision. Ça, c'est la première chose. Mais on n'a pas le choix. Compte tenu de l'urgence, on n'a pas le choix. Deuxième point, vous pouvez effectivement faire une demande rétroactive, mais attention, vous ne pouvez pas mettre vos collaborateurs en activité partielle avant de les en avoir prévenus. Donc il n'est pas question aujourd'hui de contacter l'administration pour dire je veux que mes collaborateurs soient en activité partielle depuis le 16 mars, par exemple. Si le 16 mars ou le 15, au préalable, si le 15 mars, vous n'avez pas prévenu vos collaborateurs. Ça n'est pas possible. Donc, vous devez prévenir vos collaborateurs que vous avez l'intention de leur faire bénéficier du dispositif d'activité partielle à partir d'une date ultérieure. Par exemple, ça pourrait être demain. Enfin, demain, on est samedi, mais on va dire si vous pouvez les prévenir à partir de lundi. Et vous ne pourrez rétroactivement revenir qu'à partir de la date où cette information a été faite. Vous ne pourrez pas revenir plus avant dans le temps. Donc, on ne peut pas revenir à avant l'information faite. Voilà. L'avantage, c'est que en temps normal, enfin là, s'il n'y avait pas d'engorgement, le gouvernement a dit que la décision arrivait dans 48 heures. Donc vous pouvez décider de faire vos codes
Et une fois que vous avez vos codes, prévenir vos collaborateurs et faire une demande à 48 heures rétroactive. C'est pas grand-chose 48 heures. Et si jamais vous avez un refus, finalement, vous n'aurez passé que 48 heures dans une situation neutre et ça n'a pas d'impact. Évidemment, si le délai de réponse avait été plus long, comme il était auparavant de 15 jours, et il a même été plus long auparavant, là, vous seriez resté dans l'incertitude extrêmement longtemps. Là, vous n'êtes dans une incertitude que pendant 48 heures, et le silence vous accorde. Ce qui tout de même vous permet, au bout de 48 heures, d'être certain d'avoir une situation claire. Soit c'est oui, soit c'est non, soit c'est le silence, ce qui veut dire oui. Voilà. Alors, il y a des cas de recours. Bon, là, on vous donne l'information, effectivement, ça peut être la conjoncture économique, bon, ça peut être les difficultés d'approvisionnement en matières premières en énergie ou les circonstances de caractère exceptionnel. Bien évidemment, sur le site, vous verrez que les circonstances de caractère exceptionnel, il y a le Covid-19 qui en fait partie. Donc, pour moi, vous n'avez qu'une seule case à cocher, c'est évidemment Covid-19. Je pense que dans les slides, c'est cette slide qui est la plus importante dans tout ce que je vous raconte. Parce que la demande, elle est faite, mais l'accord n'est pas automatique. Bien évidemment, plus l'entreprise est petite, plus sa fragilité économique est flagrante aux yeux de l'administration, plus celle-ci sera encline à donner son accord. Il reste que, compte tenu des demandes, compte tenu aussi du secteur dans lequel nous sommes, qui est un secteur qui tout de même n'est pas toujours bien vu parce que certaines entreprises ont tendance à vouloir mettre en intercontrat ou en intermission. Vous savez, cette situation où le collaborateur n'a pas de travail, il est chez lui et il attend qu'on l'affecte à une mission. Certaines entreprises ont eu tendance à vouloir mettre ces collaborateurs-là, en chômage partiel. Ça n'est pas la philosophie du dispositif et cette tendance qui a été observée en 2009, par exemple, à un moment de la crise de 2009, fait qu'aujourd'hui l'administration se méfie beaucoup de certaines entreprises ou secteurs. Bon. Toutefois, quand vous êtes une petite entreprise, l'administration a tendance à donner son accord plus facilement pour ne pas vous faire disparaître. Vous seriez une entreprise de 1000 salariés ou de 10 000 salariés, ce serait beaucoup plus difficile. Il reste que malgré tout, on va attendre de vous que vous justifiiez votre demande et que donc vous allez devoir expliquer pourquoi vous êtes concerné par l'activité partielle. Donc vous devez évidemment, il est évident que vous pouvez par exemple être concerné par les arrêtés qui prévoient une fermeture de votre entreprise. Alors je ne sais pas si c'est le cas dans le secteur, mais pourquoi pas. Vous pouvez être confronté à une baisse d'activité ou à des difficultés d'approvisionnement, ce qui est souvent le cas. Mais attention, vous ne pouvez pas, comment dire, vous pouvez aussi arguer du fait qu'il ne vous est pas possible de protéger la santé et la sécurité de vos collaborateurs. À l'inverse, et je vais y venir, si l'État considère que vous pouviez continuer votre activité en mettant en place des mesures de santé et sécurité, vous risquez un refus. Donc dans votre explication, vous allez probablement devoir dire que, 1, vous êtes confronté à une baisse d'activité, ce qui est évidemment le cas la plupart du temps, et 2, expliquer aussi que vous avez tout fait, vous avez mis en place pour l'activité restante des éléments d'hygiène, vérifier qu'il y avait du savon près des lavabos, vérifier qu'il y avait du gel hydroalcoolique dans les endroits où il n'y a pas de lavabo, fait circuler des notes de service, expliquant aux gens qu'ils devaient respecter la distanciation sociale, mis des affichettes dans les ascenseurs pour dire que l'ascenseur est quand même un lieu de confinement un peu dangereux et surtout que une fois qu'on appuie sur les boutons, il faut quand même se laver les mains, ce genre de choses, mais que vous avez bien évidemment, développé le télétravail. Certains inspecteurs du travail vous demandent de joindre, j'y viendrai, les factures d'achat de matériel, enfin, mais que malgré tout cela, soit il ne vous est pas possible de maintenir l'activité de vos collaborateurs pour des raisons de santé et de sécurité, soit il ne vous est pas possible de maintenir l'activité de vos collaborateurs simplement parce qu'il n'y a plus d'activité. Mais tout ceci, vous allez devoir être en mesure de le justifier et de l'écrire. Donc, avant de faire votre demande de chômage partiel, prenez un stylo, prenez un papier, prenez votre front dans votre main et réfléchissez à écrire exactement et à décrire exactement votre situation. Vous en aurez besoin par la suite. Voilà, c'est le slide suivant. Vous devez détailler dans la demande les circonstances détaillées et la situation économique à l'origine de la demande. Surtout, détaillez aussi votre activité. Dites ce que vous faites, dites qui vous êtes, pourquoi vous êtes impacté, car l'inspecteur du travail ne vous connaît pas.
comme le disait il y a très longtemps un acteur dans un film qui s'appelle Philadelphia, je ne sais pas si vous avez vu ce film, enfin c'est pas important, un acteur qui est avocat répète toujours à un autre avocat, explique-moi ça comme si j'avais 4 ans. Eh bien, c'est exactement ce que je vous demande de faire là. Vous devez expliquer à l'inspecteur du travail qui va lire votre demande, ou en tous les cas à l'agent administratif qui va lire votre demande, vous devez lui expliquer comme s'il avait 4 ans pourquoi vous êtes en difficulté. Donc vous dites ce que vous faites, vous expliquez les circonstances détaillées de votre situation, la fermeture des marchés, des clients qui ferment leurs portes. Quand je parle de la fermeture des marchés, je ne parle pas de la fermeture des marchés alimentaires, bien sûr. Je parle que vous aviez des marchés qui se sont clos, des appels d'offres qui ont été suspendus, ou toute circonstance autre qui fait que vous êtes aujourd'hui en difficulté. Vous devez l'écrire et vous devez évaluer la période prévisible de sous-emploi. Pourquoi? Qui êtes-vous? Pourquoi avez-vous un sous-emploi? Combien de temps, selon vous, cela va-t-il durer? Et cette période peut s'étendre jusqu'au 30 juin 2020 dès la première demande. C'est ce qu'on a mis dans les slides. Je pense même qu'on peut demander plus long si jamais vraiment vous avez le sentiment que ça peut aller plus loin. Toutefois, attention, le confinement devrait s'arrêter à peu près autour du 1er juin. Vous pouvez couvrir le mois de juin aussi dans votre demande. Aller plus loin peut représenter un danger, l'administration pouvant considérer que vous avez tendance à en prendre à votre aise. Donc le 30 juin est une très bonne date à mon avis. Ce n'est pas une obligation légale, vous pouvez faire moins. Moi j'ai des clients qui ont fait moins, qui ont fait 15 jours sur la première demande. C'était pas une bonne idée à mon avis, mais ils l'ont fait. Et j'en ai d'autres qui ont carrément couvert jusqu'en septembre. C'est pas non plus une bonne idée, à mon avis, mais ils l'ont fait. Et vous devez bien évidemment, et vous verrez, il y a un masque de saisie, dire le nombre de salariés concernés et le nombre d'heures chômées, prévisionnel. Alors, je regarde dans les slides, voilà. Alors, il y a un point quand même important sur lequel je vais revenir. Combien de temps me reste-t-il? Ça va, j'ai encore un peu de temps. Alors, déjà, prenons ce schéma, qui est le schéma diffusé par le ministère du Travail, qui est le schéma diffusé par les inspecteurs du travail. C'est le schéma qui vous présente le raisonnement d'administration. Si vous êtes dans un secteur concerné par un arrêté de fermeture, il n'y a pas de débat. Mais ça n'est pas notre cas en général. Si vous n'êtes pas dans ce secteur, il y a un débat. Première question que se pose l'inspecteur du travail, êtes-vous confronté à une réduction ou à une suspension de votre activité? Vous allez donc devoir, dans votre démonstration, bien vous concentrer sur ce point-là et bien démontrer que vous êtes dans cette situation-là. Puis, et c'est là que c'est un peu ambigu, parce que théoriquement, si vous le démontrez, ça suffit. En pratique, j'ai quand même quelques doutes compte tenu des réponses que j'ai vues. Vous allez tout de même devoir démontrer aussi que vous avez fait tout ce que vous pouviez. Et faire tout ce que vous pouviez, c'est aussi mettre en place, quand l'activité continue, pour montrer que vous avez donc vraiment que vous êtes un bon employeur, que vous avez mis toutes les mesures nécessaires à la prévention, etc., etc. Dans ce schéma, il n'y a qu'un seul cas de refus. Voilà. En réalité, il y en a beaucoup plus. Hein. L'inspection du travail, elle peut considérer unilatéralement que vous n'êtes pas très honnête dans votre demande ou que finalement vous avez les moyens d'assumer un mois ou deux de difficultés économiques. Donc, n'hésitez pas à vraiment insister dans votre démonstration et à avoir des éléments de preuve. Si vous ne les avez pas tout de suite à fournir, car on ne peut pas joindre de documents aujourd'hui sur le site, écrivez dans votre explication, j'ai tel client qui a telle date, par mail, m'a dit que c'était fini. J'ai tel marché public ou marché tout court qui, à telle date, a été suspendu. Soyez factuel, soyez précis. Et la conséquence, cela a impacté tant de salariés chez moi. Ça a introduit une baisse d'activité de tant de pourcents. Alors, il y a un point sur la perception collective de l'activité partielle. Je pense qu'on va en parler après. Donc, je vais, pour l'instant, je mets ce point en suspens, j'y reviendrai ensuite. Voilà, vous avez quelques exemples, tout à fait. Donc, la slide que nous avons là correspond à ce que je vous ai dit. Donc, n'hésitez pas, j'insiste, à mettre le paquet. Les formalités. Alors, l'avis du CSE. Alors, l'avis du CSE, s'il existe, il est à joindre à la demande dans les 2 mois. Moi, je vous dis, et ça c'est tout à fait exact, ce qui est sur la slide, nous avons maintenant 2 mois pour joindre l'avis préalable du CSE. Je vous précise que cet avis est attendu que votre CSE ait plus de 50 salariés, enfin que vous ayez plus de 50 salariés ou moins de 50 salariés. L'avis du CSE, quand il y a un CSE, est toujours requis. C'est extrêmement important d'avoir en tête.
Vous devrez aussi joindre, à mon avis, l'information que vous avez faite à vos salariés. Je partage ce qui est inscrit sur ces slides. Évidemment, vous allez devoir informer vos salariés, c'est ce que nous disions, donc leur expliquer qu'ils seront en chômage partiel à partir de telle date ou telle date ou telle date, leur donner quelques précisions, par exemple sur le maintien de leur rémunération au moins à 70%, et dans ma branche, c'est au moins à 75%, ce qui est le taux le plus bas dans la branche, mais j'y reviendrai après, du brut. Leur expliquer que les tickets restaurants ne sont pas maintenus pour les salariés en activité partielle, puisqu'ils sont chez eux. Bref, donner quelques éléments d'information. Cette note, vous allez devoir la remettre. Il y a deux sujets là dans ce qu'on dit. Le premier point, l'avis du CSE s'il existe. Donc moi, je vous dis que vous devez absolument obtenir cet avis du CSE avant de faire votre demande. Pourquoi? Parce que dans cet avis du CSE, vous allez décrire tout ce que je viens de vous dire. Vous allez décrire votre situation économique à votre CSE, vous allez décrire l'impact à votre CSE, vous allez décrire les faits précis en disant telle situation, tel client arrêté à votre CSE, et vous allez obtenir l'avis positif de votre CSE. Ainsi, l'inspecteur du travail verra que vous ne mentez pas. Et c'est fondamental. Si le CSE donne son avis positif au fait que vous relatez, il sera beaucoup moins enclin à penser que vous avez tendance à grossir la situation pour bénéficier du système. Donc, joignez, quand c'est possible, toujours votre avis préalable. Par ailleurs, la troisième puce vous dit affichage des nouveaux horaires collectifs de travail. Je vous disais tout à l'heure, et je vais y venir tout de suite, que le chômage partiel est un dispositif collectif. Vous ne pouvez absolument pas dire, par exemple, au service commercial, il y a Robert qui travaille très bien et je vais le laisser à 100% de son activité, et Maurice qui travaille moins bien, lui je vais le mettre à 50%. Non, c'est collectif. C'est Robert et Maurice qui sont, alors on va dire à 75%, si vous voulez, dans ma démonstration. Vous ne pouvez pas cibler individuellement le dispositif de chômage partiel. C'est du collectif. Vous pouvez le cibler service par service. Il n'est pas nécessaire que toute l'entreprise soit mise en activité partielle. Vous pouvez le cibler service par service. Vous pouvez même probablement le cibler, enfin je dis probablement parce que c'était le cas en 2009 et je n'ai pas encore eu de retour pour 2020. Vous pouvez probablement le cibler mission par mission, dire que les 10 salariés qui étaient en mission chez, j'en sais rien moi, Carrefour, continuent à travailler parce que c'est Carrefour, mais que les 3 salariés qui étaient en mission chez à la SNCF, eh bien, eux ne travaillent plus parce que l'activité de la SNCF a été suspendue. Et vous pourrez alors faire une unité collective, si ça a du sens cette phrase, unité collective, de ces 10 salariés qui continuent à travailler, mais des 3 salariés qui sont à la SNCF, par exemple, et qui travaillent moins. Et ne demander du chômage partiel que pour ces 3 salariés. Mais vous ne pourrez pas demander du chômage partiel différencié au sein de cette unité de 3 salariés en disant il y en a un qui va travailler à 70%, l'autre à 20% et le troisième à 100%. Non, le raisonnement est nécessairement collectif. Alors bien sûr, quand l'unité collective dont je parle, que ce soit une mission, que ce soit un service, que ce soit un département de votre entreprise, quand il y en a, soit constituée d'une seule personne, ça n'est pas bloquant. Si vous n'avez qu'une personne au service RH, par exemple, et que c'est cette personne-là qui est impactée, oui, vous pourrez la mettre individuellement en activité partielle, parce que le service est en activité partielle, et donc ça va rejaillir sur l'unique contrat de travail affecté à ce service. Mais vous ne pouvez en aucun cas discriminer au sein d'un même service ou au sein d'une même entité, quelle qu'elle soit. C'est fondamental. Ce qui fait qu'une fois que vous avez obtenu l'accord de l'administration, vous devrez afficher les nouveaux horaires collectifs de travail bien collectifs. Si c'est au sein d'une seule unité, par exemple au sein d'un seul service, c'est dans ce service que vous allez afficher vos nouveaux horaires en disant le travail se déroulera en télétravail probablement, ou du moins sur site si vous avez toutes les mesures de sécurité, du lundi au mardi soir. Et vous l'affichez. Bien évidemment, vous le diffusez à tout le monde et vous diffusez cela à votre CSE. Ça, c'est le nerf de la guerre dans votre demande. Ce qui fait que, parce que votre demande, vous allez devoir présenter l'impact du télétravail, pardon, l'impact de la situation et votre demande d'activité partielle, service par service.
Dans votre demande à l'administration, vous allez devoir expliquer tout ce que vous avez fait pour éviter la mise en activité partielle, puis expliquer que malheureusement, il y a une situation tendue, et expliquer que sur votre service alpha, ça va réduire l'activité de travail à 20%, sur votre service bêta, ça va réduire l'activité à 20%, sur le service à gamma, etc., etc., vous ne dites que les services concernés, et c'est ça que vous soumettez par avis à votre CSE quand vous en avez un, et du moins c'est ça que vous écrivez à l'inspection du travail, ou du moins sur le site, pardon, le masque de saisie, en disant, voilà, j'ai tel service qui comporte tant de personnes qui est impacté à 30%. J'ai tel service qui comporte tant de personnes qui est impacté à 20%, etc., etc. Et vous expliquez, vous faites le lien entre votre activité, la situation économique précise dont on parle, arrêt de commande, suspension de mission, etc., etc., et l'impact direct sur le service alpha, que ça va baisser à 20%, et l'impact direct sur le service bêta, que ça va baisser à 30%. Voilà. Si vous faites cela précisément, avec la faculté ensuite de remplir le nombre de salariés concernés et le nombre d'heures que ça va pouvoir entraîner d'activité partielle, votre demande sera correcte. Donc, les salariés bénéficiaires, maintenant, bien évidemment, ça va concerner tous les salariés qui ont un contrat de travail. Donc, ça veut dire les CDI, bien évidemment, mais les CDD aussi, c'est sûr. Tous les collaborateurs à temps partiel, même si là, on attend quelques précisions d'administration, mais enfin, ça va impacter les travailleurs à temps partiel au pourcentage de leur durée déjà de travail prévue, qui était réduite. Par exemple, quelqu'un qui va travailler à mi-temps, eh bien, s'il est baissé encore lui à 50%, il va plus faire qu'un quart temps. Bon, voilà. Les forfaits jours, oui, c'est possible. Oui, on peut mettre les salariés en forfait jour en activité partielle. Simplement, on ne peut pas réduire leur durée de travail quotidienne. On peut réduire le nombre de jours de travail. On peut dire que sur une semaine, vos collaborateurs ne vont plus travailler qu'à 50%, donc 2 jours et demi, par exemple. Ce qui fait que vous allez devoir retraduire les 2 autres jours et demi non travaillés en heures. C'est 7 heures par jour, donc c'est pas compliqué, ça fait 17h30 dans mon exemple. Dire que vous avez un collaborateur au forfait jour qui est impacté à 50%, ça veut dire que vous demandez 17h30 par semaine. Car tout le monde revient à 35 heures, je pense qu'on l'a plus tard dans les slides. Et deux, le salarié en forfait jour, quand il ne travaille pas, il n'est plus en forfait jour, son indemnité lui est versée par heure. Voilà. Ça, c'est extrêmement important. Puis donc les alternants sont concernés aussi, bien évidemment. Leur école est fermée, ils sont chez vous, vous ne pouvez pas les faire travailler, vous les mettez en activité partielle. Et les collaborateurs intérimaires aussi, à condition que tout le service dans lequel ils sont soit en activité partielle. Il n'y a pas de condition d'ancienneté. Alors, quand vous êtes gérant de votre entreprise, l'activité partielle, ça n'est possible que si vous avez un contrat de travail, puisque c'est le contrat de travail qui va être suspendu. Voilà. Quand vous avez des salariés en intercontrat, donc l'intercontrat, c'est l'intermission, c'est donc un salarié qui est en réserve, entre guillemets, chez vous, il était affecté chez un client, vous n'avez pas eu le temps de l'affecter chez un autre client, c'est une difficulté, indiscutablement. Vous allez devoir pouvoir convaincre l'administration eh bien que ce collaborateur ne peut pas travailler, non pas à cause de votre impéritie et de votre incapacité à le staffer, pour parler en franglais, mais à cause du fait que l'activité économique fait que vous ne pouvez pas le staffer. C'est plus compliqué. Je ne vous dis pas le contraire, le cas des intercontrats, c'est complexe. Toutefois, quand vous avez un salarié qui est en intercontrat, mais qui est affecté à un service, je ne sais pas, moi, imaginons que vous avez un service commercial, ça ne marche pas avec un service commercial, mais vous avez un service constitué d'ingénieurs, et ce service constitué d'ingénieurs, il est affecté dans telle entreprise, et vous venez d'embaucher quelqu'un où celui-ci n'avait pas encore été affecté à cette mission, mais pourtant il a bien été mis dans ce service-là, il bénéficiera de la mesure comme tous les autres. Est-ce qu'un salarié peut refuser? Non, un salarié ne peut pas refuser, à l'exception du collaborateur qui bénéficie d'un mandat. Le collaborateur élu ne peut pas voir son contrat modifié sans son accord. Donc lui, il a le droit de vous dire non, même si après moralement, il faudrait qu'il se débrouille avec, mais les autres salariés ne peuvent pas refuser. Voilà, le contingent d'heures, oui, bon, vous pouvez demander 1000 heures par an et par salarié, donc ça vous laisse un peu de marge quand même. La forme de l'activité partielle et la suspension du contrat de travail, je vous en ai parlé, c'est-à-dire que lorsqu'un salarié travaille
Pour vous, il travaille. Quand il ne travaille pas, soudain, son contrat de travail est suspendu. Sa durée du travail est automatiquement ramenée à 35 heures, même s'il était en forfait jour, même s'il avait un forfait horaire hebdomadaire qui fait qu'il travaille 38h30 par semaine. Eh bien non. Dès que son activité est suspendue, tout est ramené à 35 heures pour le calcul de l'indemnité que vous avez lui verser. Il n'y a plus de salarié avec des heures supplémentaires. D'ailleurs, c'est logique. Sinon, il n'est pas en activité partielle. Tout le monde est ramené sur une base 35 heures. Ça, c'est indispensable, même les salariés au forfait jour. Quand ils travaillent, ils sont en jour. Dès qu'ils ne travaillent plus, ils repassent sur une base 35 heures pour le reliquat de temps de travail qui est prévu dans la loi sur la semaine. Pourquoi? Tout simplement parce que tout le monde revient au droit commun. C'est tout bête, on revient au droit commun. Les salariés vont être indemnisés pour chaque heure chômée, pour chaque heure de travail, donc pas pour chaque jour. Quand on est au forfait jour, on revient à l'heure pour la période chômée. Pour chaque heure chômée, les salariés sont indemnisés. Ils sont indemnisés sur une technique qu'on va voir, à partir d'un calcul que l'on va voir. Et donc, ils sont indemnisés uniquement jusqu'à 35 heures par semaine. C'est ce qu'on voit dans le slide d'après, d'ailleurs. La rémunération servant d'assiette, c'est la rémunération qui va servir d'assiette à l'indemnité des congés payés. Je vais en reparler. C'est-à-dire qu'ils sont indemnisés sur un pourcentage du brut, qui est le brut indemnité congés payés. Les indemnités sociales, on va y venir, elles ont un régime social qui est amoindri, qui est moins fort, et vous allez vous verser l'allocation et vous allez être remboursé. Enfin, vous allez verser l'indemnité, pardon, et vous allez être remboursé par une allocation. Voici les principes. Alors, on va les détailler maintenant, les principes. L'indemnisation du salarié. Alors là, accrochez-vous, c'est à partir de là qu'il va falloir mettre votre ceinture noire activité partielle, parce que c'est pas très simple dans l'esprit de tout le monde. Une fois qu'on l'a en tête, évidemment, c'est simple, mais quand on ne l'a pas en tête, c'est compliqué. Premier point. Quel que soit ce que nous dit le décret, quel que soit ce que nous dit l'ordonnance, quel que soit ce que vous avez entendu à la radio, vous avez entendu à la radio que le salaire du collaborateur allait être maintenu à hauteur de 70% de son brut. C'est vrai, c'est ce qui est dit à la radio, c'est ce qui est dit dans le décret. Ça n'est pas ce que l'on fait dans la branche. Dans la branche, on maintient plus. Vous avez le tableau qui vous est reproduit, c'est le tableau qui a été négocié en 2013, en octobre 2013, le 16 octobre 2013. Le tableau de maintien, vous l'avez. Quand la rémunération brute est inférieure à 2 000 euros, on maintient 95% de la rémunération horaire brute, et non pas 70%. Quand la rémunération est comprise entre 2 000 euros et le plafond de la sécurité sociale, qui est à 3 428 euros cette année, on va maintenir 80% du brut. Et quand la rémunération est supérieure au plafond de la sécu, on maintient 75% du brut. Alors, il y a une raison à cela. Il y a une raison à cette amélioration des conditions dans la branche. Ça vous coûte un peu plus cher, c'est sûr. En 2013, quand ça a été négocié, c'était absolument clairvoyant de faire cela, car en réalité, l'activité partielle n'était pas ouverte à tous les secteurs et seuls les secteurs mieux-disants pouvaient en bénéficier. Bien évidemment, aujourd'hui, en situation d'urgence sanitaire où tout le monde en bénéficie, ce tableau perd de son intérêt. Mais le texte a été étendu, il s'applique à tout le monde. Dans le secteur, on maintient plus. Ensuite, ce que vous devez comprendre, et là, je vais devoir passer un petit peu de temps, il me reste un petit peu de temps. Vous allez donc maintenir une rémunération qui est, prenons le cas de la rémunération brute, en dessous de 2 000 euros. Vous devez maintenir au collaborateur 95% de sa rémunération horaire brute. Bon, dont acte. Vous allez soumettre cette rémunération horaire brute maintenue sous forme d'indemnité, parce que vous maintenez la rémunération pour les heures qui sont non travaillées. Pour les autres, évidemment, vous maintenez la rémunération, c'est normal, mais là, c'est 100% du brut. Pour les heures non travaillées, vous maintenez la rémunération du collaborateur à hauteur de 95% de son brut, sous forme d'une indemnité que vous versez au collaborateur. À moins de 2 000 euros. Quand on est entre 2 000 euros et le plafond de la Sécu, vous maintenez 80% du brut et au-dessus, c'est 75% du brut. Bon. Cette indemnité n'est pas soumise à charge sociale normale. Cette indemnité est soumise à une CSG-CRDS unique, enfin, il y a la CSG et la CRDS, réduite à 6,7%. Ce qui veut dire
que quand vous maintenez 95% de la rémunération horaire brute d'un collaborateur et que vous ne la soumettez qu'à 6,7% de charge, eh bien, vous devriez, si on s'arrêtait là, lui verser un net plus important que le net qu'il touche en période d'activité. Bien évidemment, ça n'est pas possible. C'est la dernière case de votre tableau où il est dit l'indemnité ne peut dépasser le plafond de 100% de la rémunération nette du salarié. Autrement dit, oui, vous l'avez compris, pour les bas salaires dans la branche, on maintient le net à 100%. Parce que par le jeu de 95%, moins 6,7% de charge, on serait au-dessus du net normal, on ne va pas au-dessus, mais on maintient le net. Voilà comment ça fonctionne dans la branche. Donc pour toute heure non travaillée entre la durée du travail effectivement accompli chez vous et 35 heures, vous allez devoir maintenir une indemnité au collaborateur qui va être calculée selon le tableau que vous avez sous les yeux, sur lequel vous allez imputer 6,7% de charge, et vous allez vous limiter au net du collaborateur si cette imputation de 6,7% de charge vous amène au-dessus de son net. Voilà. Les heures supplémentaires sont exclues. Je vous l'ai dit, on ne maintient la rémunération qu'entre la durée du travail réellement accompli et 35 heures. Si votre collaborateur d'habitude il est entre 35 et 39 heures, voilà, c'est le slide que vous avez. Non, vous ne rémunérerez pas les heures supplémentaires qui ne sont pas accomplies et qui n'existent plus car le contrat de travail est suspendu. Donc vous ne remboursez, enfin comment dire, vous n'indemnisez que les heures non accomplies entre la durée du travail réel de votre collaborateur constaté sur la semaine et 35 heures. Et vous indemnisez cela selon les données que je vous ai indiquées. Il y a un minimum à respecter qui est 8,03 euros par heure. C'est le SMIC. Enfin, oui, c'est le SMIC, je crois, ou un pourcentage du SMIC, 70% du SMIC. Il faudrait que je fasse le calcul, 70% du SMIC. Et donc, par conséquent, vous ne pouvez pas aller en dessous de ce minimum, mais a priori, personne dans la branche n'est tout à fait concerné, puisque vous avez l'accord de branche qui vous demande de maintenir au-delà l'indemnité à un niveau supérieur du niveau légal. Voilà. Alors, il y a des exemples. Ces exemples, ben voilà, c'est ce que nous avons, c'est ce que je vous développais. Vous avez 3 000 euros mensuels bruts pour 35 heures. Vous maintenez la rémunération du collaborateur à 2 400 euros. L'indemnité horaire, elle va être à 15,83 euros de l'heure. Il n'y a pas de difficulté. L'allocation de l'État, elle va être à 2 100 euros, ce qui est 70% de la rémunération brute mensuelle du salarié. Alors, en voyant cet exemple, je note qu'il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit. Je ne sais pas si je l'aurai après. Car on n'a pas eu le temps voilà, on n'a pas eu le temps de revoir tous les slides ensemble ce matin, donc je l'aurai plus tard. Bon. Donc là, vous avez les exemples. Je vous renvoie aux exemples. Quant au traitement sur le bulletin de paye, ben, c'est très simple. Hein. Quand vous avez le salaire, vous avez le salaire avec les charges qui vont avec, puis vous avez une ligne indemnité chômage partiel avec les charges spécifiques. Pas de difficulté. Je vous laisserai lire les exemples, car le temps avance. Vous les avez. Ces exemples, je vais de toute façon les redétailler en vous réexpliquant la suite. Car on a quelques points sur lesquels je dois revenir après. Vous voyez dans cet exemple 3 d'ailleurs que le collaborateur, il est à 38h30 et donc on maintient sa rémunération qu'à hauteur de 35 heures. C'est ce que je vous ai dit, c'est comment dire, c'est décrit dans l'exemple. Alors, pourquoi j'accélère? Les exemples, vous pouvez les lire, je vous ai dit, et je le redis là, juste pour gagner en précision, voilà, vous ne maintenez l'indemnité du collaborateur, la rémunération du collaborateur sous forme d'indemnité que jusqu'à 35 heures, quelle que soit sa durée du travail en temps normal. Voilà, c'est très simple. Un point important, c'est que vous n'allez maintenir cette rémunération sous forme d'indemnité qu'en calculant cette indemnité sur un taux horaire qui est celui de l'indemnité congé payé. Donc, c'est très simple. Tout le monde sait calculer, enfin tous les experts comptables, moi je ne sais pas le faire, en tant qu'avocat de travail je ne sais pas le faire, les experts comptables savent calculer l'indemnité congé payé auquel votre collaborateur a droit, et bien cette indemnité congé payé, le brut de cette indemnité sera la base de l'indemnité chômage partiel, tout simplement. Et donc vous avez cette indemnité congé payé, vous devez maintenir 70% dans la loi, mais dans la branche 95, 80 ou 75%, du taux horaire de cette indemnité de congé payé du collaborateur et vous le versez sur la durée différentielle entre la réalité de son travail constaté et 35 heures. Voilà. Maintenant, il y a un point, c'est comment êtes-vous remboursé? Et ça, c'est fondamental. Parce que vous allez verser l'indemnité au collaborateur, mais vous allez demander une allocation
que l'État va vous verser pour vous rembourser de ce que vous avez maintenu aux collaborateurs. Et là, c'est pas aujourd'hui que vous allez le faire, parce qu'aujourd'hui, vous allez faire votre demande pour chômage partiel, pour être admis, pardon, à l'activité, au dispositif d'activité partielle. Mais ensuite, à la fin de la période, quand vous allez verser l'indemnité à votre collaborateur, vous allez demander à l'État de vous verser une allocation. Donc, vous allez à chaque fois renseigner pour chaque salarié, eh bien, les heures hebdomadaires réellement travaillées pour chaque salarié, voilà, ou assimilées, effectivement, et les heures hebdomadaires réellement chômées. Vous allez donc devoir suivre la durée du travail de vos collaborateurs toutes les semaines. C'est évident. Parce que vous faites une demande qui est une demande prévisionnelle. Alors, il faut qu'elle soit réaliste. Il ne faut pas être trop non plus alarmiste parce que vous ne serez pas admis. Vous faites une demande et ensuite on voit le réel. Bon. Vous allez maintenir une indemnité pour ces collaborateurs pour la durée du travail non effectuée et l'État va vous rembourser via une allocation. Cette allocation est limitée à 70% de la rémunération brute du salarié basse congé payé, dans la limite de 70% de 4,5 fois le SMIC. Autrement dit, vous allez maintenir une rémunération par le biais de l'accord de branche un peu supérieure à vos collaborateurs, un peu supérieure à ce que vous allez toucher en remboursement par l'État. Oui, ça veut dire que l'accord de branche finalement met à votre charge une charge supplémentaire qui aujourd'hui paraît inutile. En 2013, lorsque ça a été négocié, je vous le redis, ça n'était pas inutile puisqu'en 2013, les préfets refusaient que la branche des bureaux d'études bénéficie de l'activité partielle. Et le seul moyen que nous avions eu de sécuriser les entreprises pour qu'elles puissent en bénéficier, c'était d'être un peu plus favorable que la loi. Évidemment, aujourd'hui, puisque les préfets ont ordre d'accepter tous les secteurs, cet accord se retourne un peu contre nous. Toutefois, le maintien peut être minime, mais ça reste à votre charge, il y a un reliquat à votre charge. Car je le redis, l'État ne prendra pas en charge le supplément d'indemnité prévu par la convention collective. Vous n'êtes remboursé que sur les dispositifs légaux. C'est la même logique que lorsque je vous dis que le collaborateur, il est maintenu en durée, il est maintenu en activité partielle que jusqu'à 35 heures par semaine. L'État ne connaît que son propre dispositif, 35 heures par semaine et 70% du brut du salarié en remboursement de l'employeur. Vous faites mieux pour le maintien de l'indemnité, c'est très bien, c'est l'accord de branche, mais l'État ne vous remboursera pas là-dessus. Bon. Et puis l'allocation est versée à l'entreprise par l'agent de service dans un délai moyen de 12 jours. Alors, pour être franc avec vous, je ne sais pas si ce délai moyen va être respecté. Là, je n'ai pas de recul. Ils disent 12 jours, j'espère qu'ils vont le respecter, c'est un délai moyen. Quand on a vu qu'il y avait parfois un peu de durée supplémentaire pour l'attribution des codes, on peut craindre que ce ne soit pas exactement 12 jours. Mais oui, vous faites l'avance de trésorerie de l'indemnité et oui, l'État va vous rembourser sous forme d'allocation limité à 70% du brut base congé payé du collaborateur, limité au nombre d'heures non effectuées entre sa durée réelle du travail constatée et 35 heures, et par ailleurs limité à 70% de 4,5 fois le SMIC, mais c'est déjà un niveau élevé et tout le monde n'est pas à ce niveau-là. Voilà. Alors, il y a des questions, me dit-on. Je vais voir si je peux les traiter. Je termine et je verrai si je peux les traiter. Donc, ce que nous vous disons là, c'est effectivement l'instruction technique de 2013, l'instruction technique du 12 juillet 2013 de mémoire, et l'explication pour les forfaits heures ou les forfaits mensuels, elle vient de là. C'est ce que je vous disais. Vous avez donc là, dans ce slide 18, comment l'administration traite le forfait horaire hebdomadaire. Donc, quand le collaborateur travaille plus que 35 heures et c'est prévu dans son contrat de travail, eh bien voilà, c'est ce qu'on dit. Vous avez un salarié qui est à 39 heures par semaine, c'est l'exemple pris par l'administration. Comme il est en activité partielle, il ne travaille plus que 20 heures, eh bien donc vous allez indemniser 35 moins 20, 15 heures. Enfin, l'État indemnisera, vous remboursera que pour 15 heures. Donc vous n'avez à indemniser que 15 heures. Vous n'avez pas à indemniser 19 heures, non, uniquement 15 heures, puisque à partir du moment où le collaborateur ne travaille plus, son contrat de travail est suspendu. Je sais que j'insiste, et que pour ceux qui ont compris, on a l'impression que je me répète, mais ça n'est pas simple pour tout le monde, et la majorité des questions que nous avons, elles sont là-dessus. Elle est là-dessus, la majorité. Et je vous répète que la base de calcul de l'indemnité, c'est bien l'indemnité de congé payé. C'est 70% de la base d'indemnité de congé payé brute. Voilà. Donc, vous avez des exemples
Pour les gens qui sont en RTT, là, c'est pareil. Vous avez, en fait, on recalcule tout bêtement sur 35 heures, c'est dans le slide, c'est pareil. Je pense qu'il y a un exemple sur les forfaits jours qui doit arriver. Euh, ouais, je passe un peu, non. Bon, vous verrez, le calcul sur le forfait jour, il est ramené à l'heure, tout simplement. Vous avez des collaborateurs qui sont donc pas censés travailler pendant 2 jours, eh bien, vous serez indemnisés. Vous aurez une allocation pour 14 heures de travail pour ces collaborateurs, et eux seront indemnisés pour 14 heures de travail non effectué, bien qu'ils soient en forfait jour. Alors, j'ai un petit peu accéléré sur la fin, alors, je me suis beaucoup répété, mais j'ai un petit peu accéléré car il est, je crois, très important de traiter de ce dernier slide. Car il y a un point que nous n'avons pas encore abordé, qui est que pour obtenir la décision favorable de l'administration, vous allez quand même devoir, pour la plupart d'entre vous, les plus grosses entreprises, je ne sais pas quel est le seuil pour l'administration. Est-ce que c'est quand on passe le seuil de 10? Est-ce que c'est quand on passe le seuil de 50? Je crois que ça dépend un peu des appréciations. Quoi qu'il arrive, vous allez devoir montrer patte blanche. Et montrer patte blanche, ça veut dire quoi en l'espèce? Alors ça veut dire qu'effectivement, vous allez devoir démontrer que vous n'avez plus d'activité, j'en ai parlé en début d'intervention, vous allez devoir démontrer que vous êtes fortement impacté, ou du moins impacté dans un pourcentage qui fait que vous demandez de l'aide, ça tout à fait. Mais aussi, vous allez devoir montrer, écrire à l'administration que vous avez mis en place tous les dispositifs possibles pour éviter le recours au chômage partiel. Alors, quand on dit ça, en général, on peut penser au recours au télétravail, oui, d'accord, on en a parlé. Les mesures barrières, l'hygiène sur site, oui, d'accord, on en a parlé. Mais quand il n'y a plus de boulot, il n'y a plus de boulot. Bon. En même temps, quand il n'y a plus de boulot, vous pouvez tout de même, avant de mettre vos collaborateurs en activité partielle, liquider, c'est pas le bon terme, mais bon, vider les compteurs de temps chômé rémunéré, c'est-à-dire les compteurs de congés payés dans une certaine mesure et les compteurs de RTT ou jours de repos, ou vous les appelez comme vous voulez. Pour faire cela, il y a deux choses que vous devez avoir en tête. Enfin, plusieurs, mais déjà, on va distinguer entre congés payés et RTT. Le régime juridique des congés payés n'est pas le même régime juridique des RTT ou de tout autre jour de repos. Ce régime juridique des congés payés fait que vous pouvez imposer, contrairement à ce que vous entendez partout, vous devez même, c'est la loi, imposer la prise de congés payés à vos collaborateurs. Donc, il n'y a absolument aucun doute. Tous les journalistes qui vous disent l'employeur ne peut pas imposer les congés payés, c'est faux. C'est même votre obligation. Vous êtes responsable si vos collaborateurs ne prennent pas 25 jours de congés payés par an. Donc, vous avez l'impérieuse obligation d'imposer des congés payés à vos collaborateurs. Sinon, vous êtes en faute. Mais vous avez aussi l'obligation de respecter un délai. Et tout est dans le délai. Donc, ce que les journalistes à la radio confondent, ce n'est pas votre obligation ou pas, votre possibilité ou pas de poser des congés payés, c'est dans quel délai. Or, le délai dans la convention collective, article 26 de mémoire ou 25, 25 je crois, il est de 2 mois. On est quand même très très ennuyé, puisque 2 mois, ça nous amène pour imposer des congés payés en plein mois de juin, et peut-être qu'on sera sorti du confinement. Mais il existe un délai raccourci. Ce délai raccourci, pour soutenir l'activité économique des entreprises en cas de difficultés économiques conjoncturelles, il est dans l'accord du 16 octobre 2013, et ce délai raccourci est à 15 jours. Donc dès à présent, si vous avez un CSE, il faut consulter votre CSE sur la prise des congés payés dans un délai raccourci de 15 jours. Si vous n'en avez pas, vous pouvez directement prévenir vos collaborateurs que dans 15 jours, vous poserez des congés payés, car c'est ce qui est prévu dans l'accord de branche. L'accord de branche du 25 octobre 2013, le même accord de branche que celui qui met en place le tableau un peu désagréable dont on a parlé, vous permet d'imposer des congés payés dans un délai de 15 jours et pas de 2 mois. Il est donc déjà lui-même dérogatoire à l'accord de branche générique, et donc vous devez y recourir. Vider les compteurs de congés payés de vos collaborateurs, les compteurs en cours, les compteurs qui devaient être terminés avant le 1er mai, vous avez l'occasion de les vider, il faut le faire en application de cet accord. Alors, bon, il y a une question, est-ce que vous aviez un usage sur le report des congés payés ou pas? Cette question existe, il ne me reste pas beaucoup de temps, donc si jamais je commence à parler de ça, je ne parlerai pas du reste. Gardez en tête que d'une manière ou d'une autre, avec un petit peu d'aménagement, vous devez vider les compteurs de congés payés de vos collaborateurs, c'est votre devoir, c'est votre obligation en temps normal,
C'est particulièrement votre obligation en temps de difficulté économique, car l'État attend de vous que vous mettiez en place tous les dispositifs à votre main pour éviter de recourir au chômage partiel. Dans votre demande présentée à l'administration, vous devrez expliquer que vous avez vidé les compteurs de congés payés et vous pouvez le faire en application de l'accord d'octobre 2013, en respectant un délai de 15 jours. Ça, c'est très très important. Il y a aussi, depuis l'ordonnance publiée hier, la faculté de passer un accord, donc de négocier ou de faire un référendum pour vider les compteurs de congés payés en cours d'acquisition. Bon, c'est une possibilité sur laquelle je ne vais pas m'étendre parce que soit vous avez des délégués syndicaux et donc là, effectivement, c'est un sujet qui peut se poser, mais une négociation, ça prend un peu de temps, mais oui. OK, dans ce cas-là, effectivement, il faudra préciser, et Sinov, vous pourrez appeler Sinov, vous donnera des précisions. Soit vous n'avez pas de délégués syndicaux, ce qui est probablement le cas de ceux qui m'écoutent, et donc pour négocier avec un CSE, quand vous avez un CSE, ça prend un certain temps, il faut prévenir la branche, enfin, les syndicats de la branche, laisser un délai, donc de toute façon, le temps va s'écouler et vous n'aurez peut-être pas eu le temps de négocier. Soit vous faites un référendum, et donc si vous faites un référendum, ça veut dire que vous demandez l'avis des 2 tiers et l'avis positif des 2 tiers de vos collaborateurs. Or, l'accord de 2013 vous permet déjà de vider les compteurs en cours d'acquisition avec accord des intéressés. Par définition, d'ailleurs, on peut toujours le faire avec accord des intéressés. Donc, ça n'a pas grand intérêt dans la situation urgente dans laquelle nous sommes de recourir à cette faculté de vider les compteurs de congés payés en cours d'acquisition quand vous n'avez pas de délégués syndicaux. C'est pour ça que je n'insiste pas dessus. En revanche, je vous dis, vider les compteurs qui doivent être vidés actuellement, les compteurs en cours d'utilisation, en utilisant la faculté de délai raccourci de 15 jours. Par ailleurs, je vous dis qu'à partir du 1er mai, les nouveaux compteurs, ceux qui sont en cours d'acquisition actuellement, vont pouvoir être utilisés. Il me semble intéressant, si vous ne négociez pas pour les vider de 5 jours maintenant, ça ne sert, je crois, à rien, eh bien vous allez pouvoir les vider après. Et donc vous allez pouvoir, par ailleurs, prévenir vos collaborateurs ou votre CSE que, au cours de l'été, vous allez imposer des congés payés, ce que vous ne faites peut-être pas habituellement, soit avec le délai de 2 mois, parce que les congés payés cet été, c'est dans 2 mois, donc vous pouvez respecter le délai légal, soit le délai raccourci de l'accord de branche du 16 octobre 2013. Voilà sur les congés payés. Sur les RTT maintenant, les RTT qui sont à votre main. Vous avez des RTT, peut-être des jours de repos peut-être à votre main, soit ils sont à votre main, soit vous avez un accord d'entreprise qui vous dit qu'il y a une partie des RTT qui sont des parties employeurs, une partie salariée. L'ordonnance publiée hier vous permet par décision unilatérale d'imposer la prise immédiate. Alors quand je dis immédiate, c'est avec un délai minimum d'un jour franc, c'est-à-dire 48 heures. Donc d'imposer dans un délai de 48 heures la prise de 10 jours maximum de ces jours de repos. Il me semble que donc vous avez déjà à votre main, pour la plupart d'entre vous, un outil immédiat qui ne nécessite pas de négociation, qui ne nécessite même pas de consulter, ce qui est très très surprenant, votre CSE, c'est pas dit dans l'ordonnance, mais à la limite faites-le si vous pouvez, si vous avez de bons rapports avec votre CSE, ça montrera encore plus patte blanche. Vous pouvez immédiatement poser 10 jours de repos de vos collaborateurs. Eh bien faites-le, car dans votre demande pour bénéficier de l'activité partielle, on vous demande de cocher une case et on vous demandera des preuves, probablement, quand on pourra mettre des documents. On vous demande de démontrer que vous avez utilisé tous les dispositifs à votre main et ça en fait partie. Voilà un dispositif à votre main. Posez des RTT, posez des jours de congé, posez-les de manière à ce que vos collaborateurs soient immédiatement, entre guillemets, en repos, voient leur rémunération maintenue à 100%. Vous, en quelque sorte, ça va baisser votre dette envers vos collaborateurs et baisser sa dette actuellement, c'est quand même plutôt utile. Ça vous permettra de ne les mettre en activité partielle qu'ultérieurement. Ça vous permettra par ailleurs aussi de montrer à l'administration que vous avez fait tout le nécessaire pour maintenir vos collaborateurs en activité. Vous avez fait tout le nécessaire pour éviter le recours à l'activité partielle. Et en tous les cas, vous avez fait tout le nécessaire pour baisser le coût supporté par l'État. Parce qu'à l'arrivée, c'est ça que l'État voudrait voir. Vous avez des outils à votre main, utilisez-les. Les congés payés en cours d'utilisation avec un délai de 15 jours, vous prévenez vos collaborateurs, vous pouvez les imposer. Vous pouvez le faire. Certes, il faut respecter le fait de prendre des dates conjointes avec les gens qui sont en couple dans votre entreprise, mais de toute façon, comme tout le monde est confiné, tout le monde prend des dates en même temps. Donc vous pouvez le faire, faites-le, c'est fondamental.
Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Il est -5. J'espère que je vois les questions. Je ne vois pas les questions. Je ne sais pas où sont les questions. Documents. Il y a un chat. C'est peut-être dans le chat. Non, c'est pas dans le chat. Je vois pas. Je ne les vois pas. Bon, ben voilà, je sais pas quoi vous dire. Euh, non, bon, j'ai pas les questions. Bon, je pense que j'espère que j'ai répondu à la plupart de vos questions. Si ça n'est pas le cas, de toute façon, Sinov est à votre disposition. Sinov ne dit rien d'autre que ce que je dis, du moins j'espère. Et donc globalement, si vous n'avez pas de réponse immédiate à vos questions, vous aurez réponse à vos questions dès qu'on les aura retrouvées et vous pourrez nous joindre de manière à ce qu'on vous réponde. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. En tous les cas, j'ai fait le tour au maximum, un peu trop rapidement, puisqu'il me reste 4 minutes. J'ai un peu trop compressé. Je ne vois pas sur quoi je peux revenir. Bon, bah, je vais m'arrêter là, quitte à revenir individuellement vers chacun d'entre vous quand il y a des questions auxquelles je n'aurais pas répondu. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Nous sommes à votre disposition. Sinov travaille toute la journée, nuit et jour, pour vous apporter des réponses. La situation va passer vite. Serrez les dents. Et j'ai eu quelques retours. Pour l'instant, je n'ai eu que des retours positifs pour la prise en charge de l'activité partielle. Donc l'administration fait quand même ce qu'elle a dit qu'elle ferait, c'est-à-dire qu'elle vous aide et ça devrait passer. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Enfin, journée, non, on vient de commencer une excellente journée. Et je vous dis à bientôt. Je regarde, il reste un slide, c'est peut-être à bientôt, le slide qui reste. Et ben voilà. Merci de votre participation et à bientôt. Au revoir.